Et je me dis, tiens, ça c'est intéressant, il n'y a aucune marque de déco aujourd'hui qui mélange le neuf et la brocante, et la seconde main plutôt parce que c'est un véritable usage, que je me suis dit, il me faut les meilleurs. Il me faut les conseils des meilleurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'idée étant d'en faire une grosse boîte demain, et on va chercher les meilleurs. On va chercher ceux qui savent faire, et c'est à nous de porter les projets et à nous de les convaincre. Savez pas faire, c'est pas grave, demandez aux autres. L'idée, c'est jamais d'être expert. Ne soyez pas expert. Pour être un bon entrepreneur, je pense qu'il faut être généraliste. Bonjour, je suis Fatima, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de New Woman Boss, le podcast des femmes qui entreprennent. Aujourd'hui, j'accueille Claire Leblond-Fort, fondatrice de De Bon Goût, une DNVB déco qui mixe des objets neufs et chinés. Une DNVB qu'elle a créée en 2019. Claire est une entrepreneuse récidiviste. À l'âge de 23 ans, elle crée sa première entreprise. Une agence en conseil en stratégie digitale du nom de Social Unit. Une agence qu'elle lance par nécessité, elle qui sort d'études de droit et qui veut se lancer dans le digital. Elle décide de créer sa propre chance. Et pour aller plus vite, elle s'associe très rapidement avec son amie qui va l'aider à avoir ses premiers clients et la boîte va décoller très vite. Après 4 années de succès et 14 salariés, Claire et son associé décident de vendre leur agence. Un semi-échec pour cette passionnée qui décide d'intégrer une agence de médias grand compte et de devenir salariée. Mais très rapidement, l'envie de se lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale la pousse à quitter son job pour mettre toute son énergie dans De Bon Goût alors qu'elle est enceinte de son premier enfant. Une idée qui lui est venue après avoir emménagé dans son nouvel appartement avec son mari. Là aussi, elle ne va pas hésiter à s'associer pour le lancement de son projet. Dans cette interview, Claire nous raconte comment elle a testé son idée et validé le concept, comment elle a mené de front sa grossesse et sa levée de fonds, alors que son mari aussi se lançait dans l'entrepreneuriat en même temps qu'elle. Vous allez l'entendre, Claire n'hésite pas à contacter les personnes qui sont expertes dans leur domaine, comme la logistique, un domaine que Claire ne maîtrise pas, mais primordial pour la structuration et la croissance de son entreprise. Pour Claire, un entrepreneur ne doit pas savoir tout maîtriser, mais doit savoir aller chercher les bonnes personnes au bon moment pour son entreprise. Il doit être généraliste et savoir prendre de la hauteur. Claire affiche aussi ses ambitions, faire de De Bon Goût très rapidement le leader sur le marché de la déco chinée et neuf. Elle nous parle aussi de la plateforme Tudigo, une plateforme d'un nouveau genre de crowdfunding, et elle revient sur les leçons tirées de sa première aventure entrepreneuriale. Merci à Claire pour son retour d'expérience riche, pour ses conseils et son énergie. Et merci à l'hôtel Le Grand Quartier dans le 10e arrondissement de Paris qui nous a accueillis dans un très beau cadre pour réaliser l'interview. Mais avant de laisser la parole à Claire, je vais vous demander un petit service. Merci de bien vouloir prendre une minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Claire. Bonjour Fatima. Je suis heureuse de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Avec un grand plaisir. Alors, tu es la fondatrice de De Bon Goût. Absolument. C'est une DNVB déco qui mixe des objets neufs et chinés. Avant d'en parler, d'en savoir un peu plus, je vais te demander de te présenter pour celles qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore. Ouais. Alors, donc, je m'appelle Claire Leblond-Fort, j'ai 35 ans et donc, effectivement, j'ai créé De Bon Goût, une marque effectivement de déco qui mélange le neuf et la brocante en 2019 maintenant, donc ça fait 3 ans. Et le principe, c'est vraiment de venir apporter des objets de déco uniques, soit par les quantités, soit par l'artisanat, soit par le vintage. Donc pour des intérieurs qui soient vraiment qui appartiennent à chacun, et le tout avec une jolie sélection et à prix abordable. Donc vraiment être une sorte de nouvelle marque quand on pense à décorer son intérieur, qui ne soit pas les grands acteurs qu'on connaît depuis maintenant plusieurs années. Je vois. Mais du coup, toi, c'était pas ta première entreprise, hein? Exactement. Tu avais déjà été entrepreneur juste après tes études. Absolument. J'ai créé ma première boîte à 23 ans sortant de mes études de droit. L'idée, c'était en fait de travailler sur tout ce qui était communication digitale. Donc à l'époque, j'ai effectivement 23 ans, on est en 2011, on est surtout sur Facebook quand on est en amphi, mais c'était un peu le cas. Ouais. Et en fait, on se dit, tiens, aujourd'hui, on nous parle de sujets, moi j'étais
sur le droit des médias, mais en fait, on travaillait beaucoup sur la contrefaçon, notamment la contrefaçon des jeux vidéo, etc. Et je me disais, mais est-ce que c'est vraiment d'actualité? Est-ce qu'on voit vraiment le risque et la protection que les réseaux sociaux vont devoir, dont les gens vont être sujets dans les prochaines années? Est-ce qu'on est préparé à ça? Et en fait, je voulais faire un doctorat sur ces sujets-là, donc tout ce qui était sujet de diffamation sur Internet. Et finalement, je me suis dit que la doctrine n'était pas forcément ce qui serait le plus adapté pour moi. Et surtout, il fallait que je me trouve un job. Et en fait, c'est comme ça que j'ai créé donc ma première boîte, en me disant, je vais en fait aider les entreprises à communiquer sur les réseaux sociaux, à aller chercher des clients là-dessus, à vraiment venir chercher de la conversation avec eux. Et voilà. Et donc, en fait, tout simplement, en fait, que j'ai créé Social Unit, donc ma première agence, juste à l'issue de ma 5e année de droit. Qui était une agence en conseil stratégie exactement. de communication digitale. Ouais, on faisait pas mal de social media, de sites internet, d'acquisition. Donc j'ai vraiment découvert en fait le web 2.0, le web conversationnel. En fait, au moment où on a commencé à en parler, où le community management était vraiment d'actualité. Aujourd'hui, on ne s'en passe plus. Aujourd'hui, c'est un des médias prioritaires. Donc moi, j'ai vraiment vécu ces premières époques. Et c'est ça aussi qui m'a fait découvrir des marques qui sont nées, donc en fait les premières des NVB, si on peut dire, des marques qui sont vraiment nées sur les réseaux sociaux avec des très fortes communautés. Je pense à Cézanne, bien sûr, mais il y a d'autres marques comme Et moi, qui étaient vraiment basées sur, qui sont toujours basées sur des communautés de mamans. Je trouvais ça hyper intéressant de voir ces marques vraiment naître sur les réseaux sociaux et avoir des communautés hyper fidèles et faire de l'acquisition autour de ça, souvent en étant les seuls médias. Et c'est plus tard, quelques années plus tard, que du coup De Bon Goût m'est venu grâce à ces différentes expériences. D'accord, mais quand tu te lances, ça t'est venu naturellement de lancer ton agence? Pourquoi pas intégrer une agence? Parce que en fait, j'avais aucune formation. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, je sortais de mes 5 ans de droit. Ouais. Je me dis, finalement, effectivement, la doctrine, c'est pas fait pour moi. Du coup, il va falloir que... j'ai pas les moyens de retourner faire des études. Il faut que j'ai mon propre job. Et qui va m'embaucher alors que j'ai tout fait sauf ça. Et en fait, j'ai eu énormément de chance parce que très rapidement, en fait, pendant ma 5e année, j'en ai parlé à un de mes meilleurs amis qui m'a dit, c'est quoi ton projet dans les 5 ans qui viennent? Et je lui ai parlé de cette idée-là. Il s'avère que c'était un coup de chance aussi, parce que lui était en train de vendre sa boîte. Et sa boîte de com, et il m'a dit écoute, ça pourrait vachement intéresser quelques-uns de mes clients, si tu veux je t'accompagne, je t'aide pendant 1 an. Et donc c'est ce qu'il a fait. Il m'a vraiment en fait mis le pied à l'étrier, on va dire, parce que c'est lui qui m'a présenté mes premiers clients, c'est lui qui m'a présenté mes associés, qui a financé aussi une partie de cette première aventure. Donc et on a eu de la chance parce que ça a très vite marché et très bien marché. Et effectivement, donc finalement j'ai créé mon premier job, mais l'entrepreneuriat du coup n'était pas une vocation. J'avais pas vocation à devenir entrepreneur. La première boîte, je l'ai vraiment créée par nécessité d'avoir un salaire. D'accord. Oui, parce que tu es passé du droit au digital, du coup, c'était un grand écart, on va dire. Ouais, mais le droit mène à tout. Mène à tout. Elle l'a amené vers le digital et du coup, tu as préféré créer ton propre job en te disant peut-être que personne ne va me prendre parce que je ne viens pas de ce milieu-là. Et effectivement, tu es tombé sur la bonne personne au bon moment. Exactement, j'ai saisi l'opportunité, on va dire aussi. Exactement, ouais. Donc ça t'a pas fait peur, quoi. Tu dis, ça m'a pas du tout fait peur. Je savais pas du tout ce qu'était un BP, je savais pas du tout ce qui était... j'avais aucune idée du business en fait, parce qu'effectivement quand on fait du droit on fait pas une école de commerce et même quoi, je pense que quand on sort d'école de commerce on n'est pas forcément voilà, mais oui, alors après pour le coup c'est avec le recul etc, j'ai bien fait de m'associer aussi parce que c'était des choses que je ne connaissais pas et j'aurais jamais pu avoir la croissance que j'ai eue, la structure qu'on a eue si j'avais pas eu des gens qui étaient évidemment avec un peu plus d'expérience etc. Je dis pas que ça prend pas, mais c'est juste plus long, voilà, il faut y aller étape par étape et du coup cette histoire-là en tout cas c'est très bien goupillé à ce niveau-là.
Donc l'aventure a duré 4 ans. Ouais, exactement. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, comme souvent, parfois, quand les boîtes, soit on les revend, soit on les ferme, soit nous, c'est ce qui s'est passé. On en a fermé toute une partie, puisqu'en fait, on avait fait des choix qui étaient d'aller sur sur la data, avec des sujets tech qu'on a internationalisés, parce qu'à l'époque, on est très loin. On est en 2013, on est en province, à Clermont-Ferrand. On est très, très, très loin de la Startup Nation et de l'écosystème levée de fonds. Donc du coup, on se dit on va le financer en fonds propres, ce qui était pas le meilleur choix. Et donc au fil du temps, on a décidé quand on a vu que ça prenait pas à la vitesse qu'il fallait que ça prenne, on a décidé en fait de fermer toute cette partie-là et de conserver uniquement la partie agence qui elle existe toujours. Et en fait, ça venait aussi, je pense, d'une envie personnelle qui était de se dire ça fait 4 ans, je ne sais pas du coup ce que moi je vaux sur le marché parce que j'ai jamais eu d'employeur, j'ai jamais été managée, j'ai jamais il est peut-être temps pour moi aussi que je découvre autre chose. Et puis l'entrepreneuriat, ça reste quand même énormément de pression, ça reste, c'est jamais de vacances, jamais de choses comme ça. Donc j'avais envie de découvrir aussi ce qu'était une vie de salarié, tout simplement. Ouais. Et c'est comme ça. Et puis j'avais aussi envie de rejoindre mon mari qui lui était à Paris. Et donc c'est comme ça que tu as intégré une agence. Exactement, une agence de pub de com traditionnelle pour le coup, qui s'appelle Oberstork, sur lesquelles j'ai bossé sur de très gros budgets comme MAF, MMA, Sanofi. Il y a eu de très gros budgets là-dessus, et donc j'accompagnais en fait le boss de cette agence qui s'appelle Olivier Aubert, qui est un vrai stratège extrêmement brillant, et donc je l'accompagnais d'un point de vue commercial sur tous ces budgets. Donc c'était hyper intéressant parce qu'on était une toute petite agence, on avait d'énormes budgets mais une toute petite agence, donc ça permettait vraiment de voir toutes les facettes du métier, de ne pas être cantonné à certains rôles. Donc en fait ça plus mon expérience digitale, j'ai vraiment appris là ce qui était pour le coup la cohérence de marque, la stratégie de marque, la question des mass médias, le branding. Donc c'était hyper intéressant. Et ça a duré 3 ans, ouais. C'était complémentaire un peu avec ce que tu avais. C'était hyper complémentaire. Ouais. C'était hyper complémentaire et toujours sur. En fait, ce qui avait de très intéressant avec l'aspect community management, outils digitaux, etc., c'est qu'on vient vraiment travailler sur des sujets clés qui sont la performance, qui sont l'acquisition, qui sont l'engagement, qui sont les contenus. Vraiment nourrir la marque au quotidien. Quand on passe sur du mass média, on comprend en fait la prise de hauteur et le brand awareness, vraiment aller chercher la notoriété et l'impact mémoriel, chose qu'on a beaucoup moins en fait sur du digital où on va travailler de façon beaucoup plus pointue. Donc tout ça fait que c'est une bonne expérience pour la suite globale. En fait. D'ailleurs, la suite, donc, c'est De Bon Goût. Alors, à quel moment, justement, tu as l'idée de créer De Bon Goût et qu'est-ce qui fait que tu sautes le pas Alors, De Bon Goût, en fait, c'est au bout de 3 ans, du coup, dans cette agence. Donc, formidable expérience. Là, pour le coup, j'ai des vacances, des tickets resto, la vie est belle, je suis bien payée. Enfin, bref, c'est cool. Mais je m'ennuie. Et puis on est quand même sur du mass média, on est sur de la télé, on est sur de la radio, sur du print, on est assez loin du digital. Même s'il y a des sujets, on est quand même assez éloigné. On travaille avec des grands groupes. Et moi, j'ai quand même, du coup, on va dire que je suis tombée dans la potion magique assez jeune. J'ai découvert ce qu'était l'univers start-up, ce qu'est une jeune agence très agile, où les choses vont plus vite, où on va saisir des opportunités, où voilà. Et moi, j'ai quand même le sentiment à ce moment-là de me dire, je suis montée dans un train qui était en fait les réseaux sociaux très tôt. Là, en fait, j'ai l'impression de voir le train passer et de ne pas être dedans. Et je me dis, en fait, l'écosystème start-up me manque. Il faut que je retrouve cette dynamique. Mais au début, en me disant, en fait, l'entrepreneuriat, pas forcément, quoi, vraiment. Et là, je suis allée voir une boîte qui s'appelle Ignition Programme. Ils sont très bons pour justement mettre en relation des cadres, des profils, cadres ou pas d'ailleurs,
en relation avec des startups qui vont chercher vraiment des métiers clés, avec tout un tas de tests. Voilà, c'est une super boîte par laquelle je suis passée aussi d'un point de vue employeur. Et en fait, j'ai fait un peu un bilan avec eux, j'ai discuté avec eux, etc. Puis au début, je leur disais, voilà, moi j'ai un certain niveau de salaire, je viens d'acheter mon appartement, etc. Donc il faut absolument que je garde ce niveau-là. Mais en même temps, voilà, j'ai envie de bosser donc pour la brand, pour le marketing, dans des startups. Ok, hyper intéressant. Et puis en fait, au fil des discussions avec eux, je leur dis, mais finalement, si vous trouvez quelqu'un qui a juste une idée, why not ? Ça peut m'intéresser, on peut trouver des... Et en fait, quand je suis sortie de là, je me suis dit que finalement, j'étais prête pour remonter une boîte, puisque quand tu es prête à faire le sacrifice de ce qui est ton salaire et ton... Voilà, tu es plus libre dans ton esprit pour déjà réfléchir à des projets en tant qu'entrepreneur. Et là, en fait, l'idée de Bon Goût est venue extrêmement naturellement. Pour les 2 boîtes, les 2 idées sont venues de façon très, très fluide et très limpide. Ouais. En fait, c'était un soir chez moi. Je suis installée dans mon canapé, sur mon débed, acheté 500 € sur le Bon Coin. Et je regarde autour de moi. Effectivement, on venait de s'installer avec mon mari. On avait, comme beaucoup d'autres, dépensé tout notre argent dans les travaux. Et là, il faut se meubler, il faut décorer, il faut avoir des petites choses. Voilà. Et en fait, je m'aperçois qu'on a un appartement qui est assez dans l'air du temps, assez tendance, et qui en même temps est complètement unique par la sélection d'objets et puis est très abordable en prix. Encore une fois, voilà, on s'est pas ruiné en allant chiner, en allant... Et je me dis, tiens, ça c'est intéressant, il n'y a aucune marque de déco aujourd'hui qui mélange le neuf et la brocante, et la seconde main plutôt, parce que c'est un véritable usage. Ouais. Aujourd'hui, quand on veut chiner, c'est compliqué parce que quand on est urbain, on n'a pas des vides-greniers toutes les semaines, on n'a pas forcément la possibilité de se déplacer, et puis aussi, on n'a pas forcément la capacité de projection. C'est compliqué quand on est sur une brocante ou quand on est sur le Bon Coin, de se dire, waouh, cette table de ferme, ça va être canon chez moi, dans mon appartement, tout refait, etc. Donc, en fait, l'idée, c'était vraiment ça, d'apporter vraiment de la sélection, de la curation et puis du service autour de la seconde main. Et puis, sur l'édition, sur la partie neuf, c'était aussi de rester sur des prix qui soient abordables, mais d'être complètement transparent sur l'origine des produits et de favoriser au maximum des produits d'artisans, des produits qui ont une histoire, que ce soit sur la seconde main ou sur le neuf. L'idée, c'est vraiment de se dire, les produits ont une âme, on va essayer de raconter ces histoires-là et chacun va se les approprier pour composer son intérieur en ayant une collection qui soit toujours de bon goût. Et en fait, c'est là où l'idée est venue. C'est que je me suis dit qu'en plus, c'était assez intéressant parce que c'était pile le positionnement entre le Bon Coin et le Bon Marché. Ouais. Au milieu, on avait le bon goût. Et donc, et de bon goût étant une expression communément admise, qu'il faut prendre évidemment avec un peu de second degré. C'était l'idée, en fait, le nom a vraiment porté l'idée depuis le départ. Ouais. Et c'est venu naturellement le nom du coup de Bon Goût. Ouais, tout ça le même soir, tout ça, je me suis dit pas mal. Et l'idée aussi, c'était de se dire, en fait, j'en ai parlé au début, mais tout ce qui est et moi, Cézanne, toutes ces marques qui étaient nées sur les réseaux sociaux, qui ont Cézanne par exemple a apporté un vrai truc marketing, qui était la gestion du stock, de dire finalement vous avez plus, on n'a plus de stock, tant pis, vous allez devoir attendre les prochaines. Made a fait la même chose avec la précommande. Aujourd'hui, ce sont des vraies habitudes de consommation, mais que les gens aiment déjà parce que c'est plus respectueux, parce qu'on n'achète que ce que l'on va consommer. Et ensuite, si on n'en a plus, on n'en a plus, tant pis, on aura les prochains. Et c'est ça aussi qui fait que on est tous uniques. Oui, c'est respecter un peu, respecter l'environnement, l'écologie, ne plus consommer à outrance. Et, exactement. Consommer que quand il y a une sélection qui vient de sortir. Et voilà. Absolument. Et d'un point de vue business, c'est aussi très intéressant parce que ça nous permet d'avoir une gestion du BFR qui est beaucoup plus saine que quand on s'engage sur des stocks énormes et qu'on n'est pas sûr qu'on puisse les écouler. Quand tu dis des produits chinés, des produits neufs, les produits neufs, c'est quoi exactement ? Alors, on a 2 catégories de produits neufs. On a les produits d'édition. Donc, c'est nous qui designons des fauteuils, par exemple. Alors, des fauteuils, des chaises. Aujourd'hui, on a
3 produits en édition chez nous, qui est le fauteuil Achille, qui est notre best-seller, qui est un fauteuil qui est magnifique avec une toile en cuir comme ça, façon un peu desert chair. Après, on a le fauteuil Jean, qui est un fauteuil canné avec tout en tac assez massif, mais avec des lignes hyper épurées qui rappellent un peu le design des années 50. Et puis la dernière, c'est la chaise Jeanne. En fait, Jeanne, Jean, effectivement, parce qu'elle se ressemble un petit peu en termes de lignes, mais Jeanne a la particularité d'être pliante. Donc c'est une très belle chaise qui est très compacte et qui peut se permettre d'être rangée. Donc en fait, c'est l'intérêt pour celle-ci. On l'a créée vraiment pour se dire, quand on a des petits appartements qu'on veut recevoir, on n'a pas forcément envie d'être assis, ou même des salles de réunion et tout, on n'a pas forcément envie d'être assis sur des chaises qui soient moches. On veut de la jolie chaise, de qualité, de belle facture. Et c'est comme ça que nous est venue l'idée de Jeanne. Et la donc deuxième catégorie, c'est tout ce qu'on appelle nous la petite déco. Donc là, on va aller de la vaisselle, du miroir, de la boule à facettes, du miroir neuf, des vases, voilà, toute cette petite déco là. Donc là, en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les artisans sur ces produits, des artistes par exemple sur le print, du fait main au Portugal ou en Italie sur la vaisselle et les vases. Et puis on travaille aussi avec ceux qui font qu'on a des produits qui sont à la mode et abordables sur certaines catégories de produits, comme les lampes, les guirlandes lumineuses, qui elles sont faites en Asie, les boules à facettes. Et là encore, l'idée c'est de se dire que c'est bien produit et qu'on a acheté dans les bonnes quantités et qu'on ne se retrouve pas sur des stocks qui soient... voilà. Ouais. Et donc, on fait tout venir en bateau. Et pour ça, on travaille avec des grossistes qui nous ont aussi permis de démarrer pour acheter ces pièces-là. Et encore une fois, ça représente environ 20%, 25% de notre chiffre. Et tout le reste, c'est de la seconde main ou de l'édition qu'on fait produire nous-mêmes. D'accord, très bien. Donc c'est un mélange vraiment d'éditions que vous réalisez vous designez, vous allez chercher des produits neufs et en même temps du chiné. Exactement. D'accord. Donc, du coup, c'est comme ça en fait que De Bon Goût se positionne sur le marché de la déco, parce que c'est un énorme marché, 13 millions, j'ai vu 13 milliards d'euros, c'est le marché de la déco en France. Ouais. Avec 53% des ventes en 2020 qui ont été consacrées à ça, surtout qu'il y a eu un engouement après le Covid, post-Covid, parce que les gens ils avaient envie, j'imagine, de chouchouter leur intérieur, parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à l'intérieur. Carrément. Donc on a envie d'avoir des trucs sympas, tant qu'à faire. Et puis c'est un marché qui est en forte évolution, notamment en ligne. Donc il y a les gros acteurs du marché, il y a les DNVB, donc justement De Bon Goût se positionne avec ce mixte-là. Oui, alors déjà, nous, depuis le départ, on se compare vraiment à ce qu'on aimerait être. Donc, des leaders. Donc, clairement, on va aller regarder ce que fait Maison du Monde, ce que fait Made, ce que font La Redoute, ce que fait Le Bon Coin, ce que fait Celency sur la seconde main. On va vraiment aller chercher des gros acteurs, tout simplement parce que ça nous permet de se dire... Je pense que c'est ça aussi qui nous permet d'avoir une aussi belle croissance. C'est de se dire, notre objectif, c'est de faire 40 millions de chiffres d'ici 5 ans. Comment on y arrive et comment font les autres. Bien sûr, en gardant notre agilité et tout ce qu'on a créé jusqu'à maintenant, mais en le structurant en industrialisant certains de nos process, notamment sur la seconde main, comme on fait pour acheter 50 000 pièces de brocante, de porter le stock là-dessus d'ici 5 ans. Donc ça, c'est des vrais sujets, mais qui sont passionnants et qu'on arrive à craquer aujourd'hui. Donc ça, c'est hyper galvanisant. Et effectivement, après, vous avez énormément d'acteurs, de brocanteurs qui sont en ligne, qui sont soit sur le Bon Coin, soit sur Instagram, et qui vont vendre eux-mêmes et qui font à peu près le même métier que nous. Et ça a été déterminant aussi dans le choix de créer l'entreprise, parce que c'était de se dire, en fait, il y a plein de petits acteurs qui sont en train de se multiplier. Là, on était en 2017-2018, donc bien avant la crise du Covid, qui sont en train de se multiplier. Et donc, il manque un leader. Il manque un leadership là-dessus qui soit un business de seconde main et qui soit rentable.
Donc effectivement, on est complètement porté par cette conscience écologique autour du mobilier. Voilà, on a tous aussi envie d'avoir des choses qui nous ressemblent et des choses qu'on a sélectionnées et des choses qui sont uniques. La patine, c'est exceptionnel. La patine, on sait que voilà, une table de ferme, elle a son histoire. C'est ça qui est et sans trafiquer, sans l'avoir répliqué ou quoi que ce soit. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Et effectivement, on est porté par ça. On est porté par ça, mais en même temps, j'ai pas envie aujourd'hui d'avoir une boîte qui soit uniquement sur de la seconde main. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a aussi envie, quand c'est bien produit, de faire travailler des gens qui font très bien les choses. Ah oui, tout à fait, oui. L'idée, c'est vraiment de trouver un mixte parce que voilà, et dans le respect des normes, dans le respect de voilà, aujourd'hui quand on là par exemple on va lancer des tote bags, il y a toute une partie, on l'a fait aussi avec Emmaüs sur les assiettes, il y a toute une partie qui est reversée à des associations. Donc là par exemple on va travailler pour la propreté des océans. Voilà, donc il y a aussi tout ça en fait, c'est de s'engager aussi sur tout ce qu'on peut pour faire en sorte d'améliorer notre consommation et notre impact demain. Oui, ça reste en cohérence avec le sens que tu veux donner derrière. Absolument, et je pense que c'est déterminant de l'avoir dès le départ parce que c'est déjà des coûts qu'il faut qu'on ait, qu'on ait maintenant. Nous, on a encore une fois un modèle qui a vocation à être rentable. Donc, il faut qu'on apporte notre pierre à l'édifice dès maintenant. On a comme toi, comme moi, on a des enfants qui sont tout petits. Je pense qu'il y a une vraie conscience. Tu te dis effectivement, je peux pas faire n'importe quoi. Je peux pas voilà. Je peux pas consommer à outrance. Il faut revoir un peu notre façon de vivre, notre mode de consommation. Et on a cette chance parce que nous, en fait, tout ça, en tout cas chez De Bon Goût, on est né avec ces problématiques-là. On est né avec ces problématiques de stock, de transport, de neuf, de fournisseurs. Et donc, dès maintenant, en fait, on construit autour de ça. Donc, c'est ça, je pense que c'est une vraie chance. Parce que c'est plus facile de naître et de construire autour de ça que d'être un très gros et de devoir se transformer par rapport à ces sujets-là. C'est vrai. C'est mieux de partir comme ça de zéro. Vous avez déjà toutes ces questions-là qui sont... Exactement, qui sont posées et sur lesquelles on travaille aux solutions et sur lesquelles on a déjà beaucoup de solutions. Je voulais revenir un tout petit peu au début justement du projet. Comment est-ce que tu as validé le concept ? Comment tu t'es dit, oui, là c'est bon, il y a un marché, il y a un truc à faire ? En fait, depuis déjà, je pense qu'effectivement, le fait de se dire, tiens, en fait, il y a plein d'acteurs qui font ça, qui soient soit tout petits, soit plus gros, mais sur lesquels il manque vraiment du service client. Ça a été un vrai métrique qui était hyper important. Et ensuite, effectivement, il a fallu le tester auprès de sa communauté. Donc, en fait, dès le départ, j'ai créé, en fait, le premier soir, quand je dis vraiment, c'est venu un peu comme ça. J'ai créé tout de suite un compte Instagram sur lequel j'ai commencé à publier, le compte Instagram, qui est toujours le même, j'ai commencé à publier mes bons plans déco. Donc, en fait, je mettais une jolie photo trouvée sur Pinterest et je disais, en fait, ce bel établi, il est disponible pour 200 € sur Le Bon Coin. Je mettais d'autres petites marques où le rapport qualité-prix était super intéressant et où je mettais une jolie photo. Donc en fait l'idée c'était vraiment d'aller chercher en fait le contenu et en même temps le produit et le prix du produit. Et donc en fait ça a très bien marché puisque effectivement j'avais pas mal c'était en fait dénicher des pépites. Et donc voilà, on a une première communauté qui est née comme ça et toujours avec en ligne de mire la création d'une première collection donc qui a été lancée en mars 2019. En avril 2019 et qui venait en fait mélanger ces deux ces produits neufs et ces produits chinés et en fait ça a tout de suite pris. Alors ça n'a pas pris de façon virale mais tout de suite on a eu de l'achat, tout de suite on a eu une communauté qui répondait.
on a pu construire quelque chose. Et en fait, c'est ça qui a permis ensuite, c'était un POC en fait, un Proof of Concept, avec déjà des idées de marge, des idées de récurrence, parce qu'on a eu des clients qui ont acheté tout de suite souvent. C'est normal, quand c'est les premiers, c'est toujours les plus fans, mais en tout cas, voilà, ça nous donnait déjà une idée de ce qui allait se passer, le nombre de références, et notre façon aussi de lancer des collections très récurrentes, puisque nous, on lance une collection tous les 2 mois. Donc, tous les 2 mois, on renouvelle en fait les références de nos produits, de notre catalogue. Et en fait, à la suite de ça, avec ces premiers métriques, je suis allée voir des business angels, puisque l'idée, encore une fois, étant d'en faire une grosse boîte d'ici, en tout cas un leader d'ici 5 ans, il faut directement se dire... Ouais. Il va me falloir de l'argent. Je ne peux pas le faire avec 3 000 €, parce qu'encore une fois, on a lancé, on avait 3 000 €. On ne peut pas le faire avec cet argent-là. Il nous faut de l'aide. Il nous faut des gens qui y croient et qui vont nous aider, soit financièrement, soit par leur expérience, à créer ce prochain leader. Et donc, effectivement, première étape, ça a été de créer le compte Instagram, créer le site internet, la première collection, d'avoir les premiers métriques pour ensuite aller chercher des business angels. D'accord, créer une communauté avant tout pour voir justement s'il y a derrière une réponse ou pas, un achat en fait qui se fait. Exactement. En tout cas, un échange. Ouais. D'accord. Et du coup, tu vas faire cette première levée de fonds. Je crois que quand tu démarres l'aventure, tu es enceinte. Ouais. Comment ça se passe d'entreprendre en étant enceinte? Alors, il y a un truc qui est assez rigolo, c'est que quand j'ai... En fait, toute cette partie création de communauté, etc., je l'ai faite en side project dans ma précédente boîte. Ouais. J'ai mis énormément de temps. Il y a eu le moment où j'ai eu l'idée. Et il y a eu le moment où j'ai posé ma démission, où j'ai demandé une rupture conventionnelle même. Ouais. Cet intervalle-là, ça a duré quelques mois, ça a duré quasiment 1 an, un peu moins. Mais ça a été un long processus avant de me lancer. Et quand je me suis lancée, aujourd'hui je suis seule associée chez De Bon Goût, mais quand je me suis lancée, j'étais pas seule. J'avais aujourd'hui un ami, un associé qui est Stéphane, et que j'ai rencontré par l'intermédiaire d'un ami commun. Et en fait, on s'est rencontrés et tout. Je lui ai dit, écoute, voilà, moi je pense que je vais demander ma rupture conventionnelle, je vais me lancer dans ce projet. J'ai besoin de quelqu'un qui ait une vraie connaissance tech, data, puisqu'en fait, on le sait, nous, quand on veut gérer du stock, il nous faut de l'analyse en permanence, il faut qu'on fasse les achats les plus pertinents possibles, les bons prix, etc. Donc, il nous faut énormément de data. Et en fait, du coup, je me suis dit, ok, donc un associé qui ait ces compétences-là, je rencontre Stéphane. Il me dit, ok, moi je suis chaud, on y va ensemble. Et en fait, la deuxième fois où je le voyais, je lui ai dit, alors il faut que tu saches un truc, c'est que je suis enceinte. Et je lui ai dit, en fait, et je l'avais su la veille ou l'avant-veille. Et ça a été une des premières personnes, avant même ma mère, que j'ai mis au courant. Parce que c'était tellement important qu'il fallait qu'il sache qu'il s'embarquait avec quelqu'un qui allait avoir un bébé. Ouais. Et alors, ça lui a posé 0 problème. Elle m'a dit, ok, très bien. Bon, alors, donc, du coup, les next steps. Et en fait, c'est avec lui donc, qu'on a mis... c'est vraiment ça. Il y a eu 9 mois de... Parce qu'en fait, du coup, le lancement de la première collection a eu lieu quand mon fils avait 3 semaines. Donc, vraiment, en fait, toute cette phase-là de réfléchir aux produits, aux collections, au site, continuer d'engager la communauté, raconter toute cette histoire aussi à la communauté, parce que c'est hyper transparent, on essaye d'être le plus transparent possible. Ouais. Raconter tout ça, ça a été toute la genèse de Bon Goût. Effectivement, le lancement s'est fait aux 3 semaines de mon fils. C'était les 3 semaines de ton fils et du coup donc tu continues, donc vous étiez 2 quand même au départ. Ouais, donc, 2 au départ. Parce qu'il y avait du boulot, j'imagine. Ouais. T'étais sur tous les fronts. Oui, carrément tous les fronts. Après, en fait, ce qu'on avait fait, parce qu'il y a quand même un truc qui est aussi assez important, c'est que mon mari a lancé sa boîte exactement en même temps que moi. Ah oui. Donc à la naissance de Joseph, notre fils. Donc évidemment pas de congé mat on est parti 10 jours en vacances juste à la sortie de la maternité, et en revenant en fait on a fait une semaine. Donc moi je restais à la maison une semaine, ou je sais plus, non c'était pas une semaine, c'était 3 jours je crois.
Et Quentin restait à la maison, voilà, pareil. Et en fait, ça a été hyper intéressant. Alors, j'en parle parce que c'est important pour voilà, le woman, les femmes entrepreneurs, en tout cas. C'est qu'on a vraiment vécu, on avait complètement, enfin voilà, donc de façon complètement égalitaire, chacun monte sa boîte, chacun a ses business, etc. On vit la même chose, on est parents en même temps, et il faut qu'on partage ces choses-là au même titre. Et en fait, c'est ce qu'il y a d'assez intéressant pour l'anecdote, c'est que moi, j'ai un peu culpabilisé quand même. Je me disais, mon bébé, il est tout petit, je le laisse, je suis pas tout le temps avec lui. Et en fait, mon mari culpabilisait en même temps de se dire, oh là là, mais moi, je suis le seul mec à m'occuper de mon bébé, tu vois. Et en fait, nos biais, et on le regrette pas, et on a chacun vécu l'expérience, voilà. Mais ça nous a une fois, en fait, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a quand même un ressenti qui est, oui, il y a un vrai impact sociétal sur les hommes et les femmes, sur la façon de gérer l'arrivée d'un enfant. Et donc voilà, donc effectivement, on était, ça c'était pour l'anecdote, mais on a vraiment été tous les deux en même temps sur ces sujets-là au tout départ. Et après, très rapidement, Joseph a été gardé par une nounou, donc quand il avait 2 ou 3 mois, donc à peu près l'âge qu'on a quand on va chez une nounou. Et là, ça a été, ça a été beaucoup plus fluide. Là, on a pris notre rythme du matin jusqu'au soir. Voilà. Et là, maintenant, on a toujours le même rythme depuis. On a eu un deuxième bébé depuis. Mais voilà, l'idée, je pense que c'est vraiment d'avoir une routine. Ouais. D'installer une routine, des horaires, avoir des gens de confiance avec lesquels on travaille. Notre nounou, c'est aussi notre maman. Hein. En réalité, c'est elle la chef. Hein. C'est pas nous les boss. C'est elle qui s'occupe du plus dur, les enfants. Ouais, exactement. Et ça va, tu arrives à trouver un équilibre entre les deux. Pour le coup, vraiment, je trouve que c'est... on en parlait juste avant l'enregistrement. Je trouve que le plus dur, c'est pas la partie logistique quand on a des enfants. Le plus dur, c'est d'être disponible émotionnellement et dans l'expérience avec eux. Enfin, je m'entends, c'est effectivement les coucher, leur changer les couches et leur faire le dîner. Mais c'est aussi pas être tout le temps sur son téléphone, à regarder le dernier mail, la dernière commande, à être sur WhatsApp. C'est vraiment arriver à lâcher ça pendant 2 heures, mais pour essayer de leur offrir un maximum de temps quali. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de ça. Oui, exactement. C'est complètement disponible pour eux. C'est vraiment être disponible pour eux et pas penser à autre chose, au travail, sur son téléphone, comme tu dis, et tout. Et ça, parfois, c'est pas facile. Et c'est pas facile, d'autant plus qu'en fait, n'importe quel entrepreneur, je pense, c'est des métiers passion. C'est qu'on adore faire ça, on adore recevoir la news, et parfois, c'est un peu pressurisant, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on cherche. Totalement, Puis j'imagine quand tu te lances du coup avec toutes les connaissances que tu avais acquises sur le digital, donc tu les mets au service de Bon Goût. Concrètement, est-ce que tu peux partager avec nous un peu la stratégie que tu as mis en place justement pour faire connaître de Bon Goût ? Bien sûr. Depuis le tout départ, j'ai toujours investi sur des petites publications. Au début, je mettais des budgets ridicules de l'ordre de 2 € dans le sponsoring de publications. Mais l'idée, c'était simplement d'aller bien choisir la cible. Et cette cible, c'était uniquement dans un premier temps la communauté Cézanne. D'accord. En gros, c'était de se dire... mon persona, c'est le même que celui de Cézanne, c'est la même cliente finale. Donc, il faut que ma communauté soit vraiment portée par cette cible-là. Et donc, ça a été une des premières choses que j'ai mises en place. Et ça a très bien marché, parce que du coup, ça nous permettait d'avoir un engagement et de aussi bien comprendre quelles étaient leurs attentes, bien comprendre tout ça. Ça a été la première chose. Ensuite, on a lancé en natif, c'est-à-dire qu'on a lancé en organique, on n'a fait aucune pub. Pour voir aussi comment ça prenait de façon naturelle. Et ensuite, c'est qu'à partir du moment où on a eu les premières data, qu'on a commencé à investir en ads. Sur la partie ads, j'ai toujours travaillé avec un prestataire externe, parce que moi, mon rôle d'entrepreneur, c'est pas d'être experte sur chacun des sujets. On sait que sur le digital, ne serait-ce que sur de Bon Goût, on a des sujets d'engagement de contenu, on a des sujets de performance d'acquisition, on a des sujets de e-commerce, de plateforme, de choix des bons outils.
Et puis, donc ça, c'est uniquement pour la partie, on va dire, digitale. Mais derrière, vous avez toute la partie achat. Comment est-ce qu'on fait pour structurer notre réseau de brocanteurs, comment on fait pour acheter au bon prix, comment on fait pour gérer logistiquement l'arrivée des produits jusqu'à nous, l'expédition jusqu'au client final, comment on fait pour gérer la partie service client, enfin bref. Tous ces sujets-là qui sont la partie financière, comptable, bref, tous ces sujets-là qui sont des énormes sujets. Ouais. Le premier sujet qui a été pour moi effectivement l'acquisition, parce qu'il fallait faire de la croissance, il fallait faire de la perf. J'ai tout de suite travaillé avec un mec qui est top et qui a fait ça pour nous au départ, voilà, avec lequel on travaille toujours aujourd'hui, parce que je cherchais quelqu'un d'expert. Sur les sujets d'achat de logistique, quand j'ai créé De Bon Goût, que j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait, autant le digital entre Steph et moi, on était hyper équipés, autant sur des sujets de comment est-ce qu'on fait un tableau d'assortiment, comment est-ce qu'on gère des flux, comment est-ce qu'on gère de la logistique, quel type de logisticien il nous faut, etc. Alors là, c'était le néant. Ouais. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, il me faut les meilleurs. Il me faut les conseils des meilleurs. Et du coup, j'ai tapé Supply Chain Maison du Monde sur LinkedIn. Ouais. Et je suis tombée sur une nana exceptionnelle qui s'appelle Patricia Sbero, à qui j'ai envoyé un petit message. Je lui ai dit, écoutez, voilà, je suis en train de monter un projet. Je ne connais absolument rien sur ces sujets-là. Est-ce que vous seriez disponible pour un call ou pour un café pour que je vous explique ? Donc, on a fait un call et elle me dit oui, écoute, ton idée, elle est top. Alors, tu tombes bien parce que moi, en fait, je viens de quitter Maison du Monde. En revanche, j'ai fait toute ma carrière en supply et en flux dans toutes les plus grosses boîtes de distrib. Elle a bossé chez Disney, elle a bossé chez Maison du Monde, donc pour le coup, pour la déco, etc. Et elle me dit, mais du coup, ok, moi, je veux bien t'aider. Donc, et en fait, effectivement, on a pris un café. Elle a cette qualité féminine qui est géniale, qui est d'être sympa et en même temps de délivrer et d'être hyper opérationnelle, de se concentrer sur les vrais sujets. En fait, elle m'a vraiment formée. Alors bien sûr, j'aurais jamais son niveau d'expertise, etc. Mais elle m'a expliqué comment ça fonctionnait dans les grandes lignes, ce qu'il fallait regarder, quels étaient les KPI les plus importants. Et ensuite, elle m'a dit, bah voilà, il va falloir que tu structures cette partie comme ça. Et puis surtout, il va te falloir quelqu'un qui puisse gérer ça et dont c'est le métier. Et c'est elle qui m'a présenté notre toute première salariée, qui est Caroline, et qui gère toute cette partie achat et logistique, et dont c'est le métier depuis 15 ans, puisqu'elle a bossé dans tous les plus hauts, chez tous les plus grands e-commerçants. Donc, en gros, l'idée, c'est vraiment de se dire, la question c'est, ok, comment est-ce que tu as fait au début pour mettre en place stratégiquement toute la partie acquisition ? Donc voilà, on avait quelques petites idées, on a lancé comme ça de façon organique et ensuite on est allé chercher un expert. Pareil, Stéphane avait une vraie compétence sur la partie e-commerce, etc. C'est lui qui a donc une vraie expertise aussi. C'est l'ancien DG de Fred et Farid, par exemple. C'est lui qui a développé toute la partie digitale de Fred et Farid. Et c'est l'ancien CMO de Dayuse, donc il avait vraiment toute cette connaissance-là en acquise et en data. Et de l'autre côté, je suis allée chercher une experte sur la partie achat et logistique. Donc voilà, en fait, comment est-ce que vraiment... Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'idée étant d'en faire une grosse boîte demain, et ben on va chercher les meilleurs. On va chercher ceux qui savent faire, et c'est à nous de porter les projets et à nous de les convaincre que il faut nous suivre parce qu'on a la clé et on sait comment on va aller chercher et être demain le futur acteur. Ouais, c'est vraiment de s'entourer, d'aller chercher, ne pas hésiter à aller demander aux meilleurs. Exactement. En général, ils répondent. Ils répondent, et si c'est pas lui qui va répondre, on aura peut-être un autre qui va répondre. Et encore une fois, c'est très peu de temps, c'est 5 minutes, 10 minutes, mais c'est juste permettre aux gens déjà de dédramatiser. Je pense que quand on est entrepreneur et qu'on monte sa boîte, on se dit tout de suite, oh mon Dieu, comment je vais faire quand j'avais 23 ans, comment je vais faire un tableau Excel, comment est-ce que je vais faire pour gérer des quantités astronomique de brocante, comment est-ce que je vais faire pour voilà. Et ben on demande, on s'entoure et en fait c'est step by step, tout est accessible et tout nous permet, enfin on comprend tout quand on nous l'explique simplement en fait.
Exactement, pas hésiter à demander, pas rester tout seul dans son coin. Absolument. Absolument pas. Et pas hésiter à en parler, c'est hyper important. Il y a plein d'entrepreneurs qui se disent non, mais je ne veux pas en parler. J'ai peur qu'on me pique l'idée, j'ai peur que... Pas du tout, au contraire, il faut vraiment en parler. Déjà, les autres nous apportent énormément d'incentives, d'idées supplémentaires qu'on peut avoir et qui vont nous... Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler. D'accord. C'est quoi tes moments les plus difficiles sur l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Tu dirais que c'est ta première expérience ou ta deuxième expérience comme entrepreneur? La première expérience, elle m'a tout appris. Elle m'a tout appris. En tout cas, elle m'a appris ce qu'était le bonheur d'avoir une boîte, ce que ça représentait socialement aussi. Quand on a 25 ans, qu'on a 14 salariés, c'est quand même un peu chic. Voilà, il y avait ce côté-là un peu galvanisant. Et puis en même temps, le truc de se dire, on signe, on fait du deal, c'est génial, on déploie des stratégies et ça fonctionne. Donc tout ça, c'était hyper galvanisant, etc. Puis en même temps, effectivement, est-ce qu'au final, avoir eu 14 salariés, faire 1 million de chiffres à 25 ans, c'est super? Ou est-ce que l'échec aussi, de devoir fermer toute une partie de cette boîte, est-ce que c'était pas dur? Si, ça, c'est clairement hyper compliqué. C'est une sacrée leçon. Et c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, tout ce sur quoi j'étais pas au niveau quand j'avais cette boîte-là, tous les sujets que je voulais pas traiter en disant c'est pas grave, c'est mes associés qui vont le faire. Non, même en tant qu'associé, il faut quand même avoir une visibilité sur le travail de l'autre. Il faut quand même être là, prendre effectivement les décisions à plusieurs et savoir être omniscient, pas spécialiste, mais au moins savoir. Donc c'est ça c'est vraiment la leçon numéro 1 que j'ai sortie de ma première boîte. Expérience. Ouais. Du coup, ça te sert là pour la deuxième. Ah ouais, de ouf, parce que du coup, en fait, tu veux surtout pas reproduire. Ouais. Et en fait, ça te porte sur d'autres choses. Et puis ça, c'est important aussi de se dire, là-dessus, j'ai échoué, donc il y a une faille. Donc, il faut vraiment que j'aille chercher la réussite, il faut que je comprenne ça pour aller chercher plus loin. Après, des sujets et des questions, on en a tous les jours des nouvelles, tous les jours. Là, on vient de closer la deuxième partie la première partie de la nouvelle levée. Bon, il y a d'autres sujets qui arrivent. Pendant 6 mois, on était sur la levée de fonds. Maintenant, on va aller chercher d'autres problématiques. J'ai vraiment l'impression d'écrire un nouveau chapitre. Ouais. Et c'est ça qui est exceptionnel. Avec sa dose de doute, mais en même temps, une envie qui est déterminante. Ouais. C'est l'envie qui fait tout, quoi. C'est vraiment ce qui fait... On en parlait avec mon mari. Ce week-end-là, parce que du coup, effectivement, mon principal associé, c'est mon mari. Mais tous nos business angels, nous disent ils sont ravis d'être là. C'est super, on s'entend vraiment bien avec eux et tout. Puis ils nous challenge. Enfin bref, il y a vraiment une bonne ambiance. Puis on a quand même des très beaux business angels autour de nous. Et ils nous disent tous, il y a un truc qui est exceptionnel chez vous, c'est l'énergie. Ouais. L'énergie. Ok, c'est super l'énergie. Mais en fait, moi, j'ai aussi envie que tu crois aux projets, aux chiffres qui sont hyper prometteurs. J'ai envie que tu me dises, ouais, mais c'est génial et tout. Et en fait, non, ils nous le disent pas. Donc nous, on se dit, mais en fait, l'énergie, ok, mais on pourrait vendre des boulons dans ce cas-là. Ça veut dire. Et donc voilà. Donc il y a ce côté-là où ouais, c'est bien sûr en fait. Je pense que en réalité, c'est eux qui ont raison. C'est la façon dont on porte tout le monde qui fait que ça marchera. Et à nous d'avoir les bons chiffres et à nous d'avoir le bon concept et de bien le déployer. Ouais, c'est ça. Donc l'énergie, c'est bien et il faut vraiment... c'est ce qui va emporter l'équipe. Il y a combien de personnes maintenant d'ailleurs chez De Bon Goût? On est un peu moins de 10 si on compte les temps complets, full time chez nous. Déjà, c'est pas mal en l'espace de 3 ans, c'est ça? Ouais. Et justement, j'ai vu aussi que vous êtes donc en levée de fonds, exactement, en crowdfunding, sur la plateforme Tudigo. Ouais, je ne connaissais pas du tout. Alors, c'est assez extraordinaire. Donc la première levée de fonds s'est faite effectivement de façon assez simple, parce que encore une fois, quand on crée sa boîte et que j'avais juste mon POC, en plus c'était 2020 pile pendant le confinement, j'avais déjà mon POC, j'avais déjà des investisseurs. Donc en fait, le temps à passer était principalement à aller chercher de nouveaux fonds donc en fait j'avais 100% on va dire de mon temps dédié à ça.
Donc ça, c'était très bien. Ça s'est fait du coup assez rapidement, de façon assez aisée, etc. La deuxième levée, en fait, c'est plus du tout la même chose. On n'a pas 100% de notre temps. On a 30%, 10%, 20% de notre temps à allouer à ça, même si on a des équipes pour gérer le reste, on a quand même des vrais sujets. Là, c'était tombé, donc j'ai commencé en septembre l'année dernière. J'ai d'abord commencé par des fonds d'investissement qui m'ont tous dit, désolé, vous êtes trop petite, vous n'êtes pas tech, vous n'êtes pas B2B, vous n'êtes pas SaaS, enfin bref, tous ces... Voilà, donc on ne rentrait pas du tout dans les cases d'investissement. Donc c'est assez épuisant, hyper chronophage. C'est dur aussi émotionnellement de se prendre des non. Voilà. Et en même temps, on avait Noël qui arrivait. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher entre septembre et on va dire octobre, septembre, novembre, tous les fonds d'investissement. J'ai assez vite vu qu'on n'était pas dans le sujet parce qu'on était encore trop petits ou pas assez tech. Donc ça leur convenait pas, donc je me suis dit c'est pas grave, on va aller voir d'autres business angels. Finalement, on va revoir le BP à la baisse, on n'aura pas besoin d'autant d'argent, on va aller chercher de la croissance et on va aller chercher de la rentabilité, mais avec donc moins d'investissement. Et donc donc là, entre novembre et décembre, je me suis reconcentrée, on s'est reconcentré à fond sur la partie business, puisque période de Noël, etc. Ce qui a très bien, voilà, le marché a fait que on a eu des mois exceptionnels à ces moments-là, jusqu'en janvier, février. Enfin voilà, on reste sur le même niveau de croissance de cette période-là cette année. Donc ça, c'est très bien. Mais du coup, ça veut dire qu'effectivement, la levée de fonds et aller chercher des business angels, c'était très très long. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vachement limité le nombre de recherches de business angels parce que j'avais moins de temps à y allouer. Et j'ai eu de la chance, parce que du coup, j'en ai eu, ils sont 4 ou 5, je crois, à m'avoir suivi sur ce deuxième tour, avec de très beaux business angels. Oui, donc en fait, on fait un très bon mois, une très belle fin d'année, décembre, janvier. Et effectivement, je retourne voir les business angels à partir de début janvier à peu près. Et en fait, je me dis, je vais pas avoir suffisamment de temps. Là, c'est super, mais en fait, il faudrait que je sois complètement dédiée à ça et j'ai pas vraiment le temps de faire ça. Donc, il y a quasiment tous les business angels du premier tour qui ont suivi sur le deuxième tour, plus effectivement des nouveaux. Et en fait, mon mari en parallèle, toujours le même, mais encore une fois, on se partage des tips, qui a fait un crowdfunding avec Crowdcube, qui est une plateforme anglaise qui vient de s'implanter en France. D'accord. Où là, ça va effectivement chercher donc, des investisseurs qui peuvent partir, je crois que le ticket d'entrée, c'est 50 €. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'en fait, quand toi, tu t'épuises à aller voir des business angels, à pitcher ta boîte, à avoir des choses qui sont extrêmement chronophages, surtout quand... En fait, c'est très bien quand tu es petit et que tu démarres, comme je l'ai fait quand tu as du temps, en fait, pour allouer à ça. Ouais. Quand tu es un peu plus gros, que tu es quand tu es dans ton business, dans ton opérationnel quotidiennement, là, c'est beaucoup plus compliqué de trouver du temps. Donc, en fait, j'ai trouvé une première partie. L'objectif, c'était d'aller lever 600 000 € en tout, en equity, et ensuite d'aller chercher de la dette. Donc, quand je suis arrivée à environ 420 000 €, enfin 400 000 €, je me suis dit, ok, super, maintenant je vais essayer d'aller chercher le reste avec une plateforme de crowdfunding. Il s'avère que j'en ai parlé à quelqu'un qui connaît très très bien tout l'écosystème de crowdfunding en France et qui m'a dit, écoute, parce qu'en fait, donc, effectivement, on connaît Ulule, on connaît, moi je connais KissKissBankBank, Lita, WeSeed, Crowdcube, et il m'a recommandé effectivement d'aller voir Tudigo, que je ne connaissais pas. Et donc, j'en ai parlé avec Alexandre, le fondateur. Et donc, je lui ai un peu expliqué notre modèle, je lui ai expliqué là où on en était, notre croissance de chiffre d'affaires et effectivement, tous les business angels que j'avais pu réunir autour de moi jusqu'à maintenant. Et je lui explique aussi que j'ai pas mal de potes ou de familles qui veulent investir dans de bon goût, mais qui n'ont pas de ticket minimum, enfin qui n'ont pas 10 000 € à mettre, qui ont des tickets qui sont un peu moins importants. Je dis c'est dommage parce que j'aurais bien aimé les faire participer. Pour autant, je ne vais pas créer un véhicule rien que pour eux. Voilà.
Et donc là, il m'explique qu'en fait, c'est vraiment fait aussi pour ça, pour pouvoir réunir toutes ces personnes-là, puisque eux vont créer un seul véhicule d'investissement avec tous les investisseurs qui vont investir via Tudigo. Et en fait, le truc qui est vraiment extraordinaire, c'est que du coup, je lui ai parlé assez rapidement de mes objectifs et tout. Et je lui ai dit, voilà, est-ce que je vais continuer à chercher des business angels ou est-ce que vous pensez qu'on peut aller chercher le reste avec votre plateforme ? Et là, il m'a tout de suite rassuré en me disant, oui, bien sûr, je pense que tu peux clairement aller chercher ce que tu cherches déjà via ta communauté, encore une fois, ta communauté de clients et ta communauté de gens qui te suivent sur Instagram. On a énormément de gens qui ont investi, de clients qui ont investi dans De Bon Goût via... c'est génial, c'est super. Ils font partie de l'aventure. Exactement, c'est génial parce qu'en plus, tu es vraiment porté. Enfin, tout ce qu'on a mis en place depuis le début, c'est encore une fois récompensé par cette adhésion au projet plus global. Et donc il m'explique qu'effectivement, on peut aller chercher l'objectif assez facilement et qu'on peut même aller chercher plus loin. Et je me dis, super, go, on y va. Et en fait, en lui disant go, ça m'a énormément soulagée. Puisque moi, j'ai pu closer en fait, les investisseurs que j'avais. Donc, on vient de closer là, le temps qu'on fasse la paperasse, etc. On vient de closer la première tranche. Et on est en ce moment sur la deuxième tranche avec Tudigo, sur laquelle on a déjà récolté en quelques semaines quasiment 300 000 €, soit quasiment autant que moi, ce que je suis allée chercher en plusieurs mois. Donc c'est hyper rapide et ensuite c'est très bien setupé chez eux, c'est-à-dire que c'est des professionnels de l'investissement. Toi, tu as construit ton BP, tu as construit ton deck, c'est super, ils s'en servent. Ils viennent vraiment s'en nourrir, le comprendre ton business et recréer un nouveau deck plus adapté à leur cible d'entrepreneurs, recréer un BP lisible par toute leur communauté, etc. Et donc, en fait, c'est hyper intéressant. Ils viennent le challenger, ils viennent vraiment le comprendre pour parce que eux, ils ont tout intérêt aussi à vendre un modèle, à faire une boîte qui soit complètement saine et qui soit qui effectivement permette de... Donc, même en tant qu'investisseur, c'est vachement bien parce qu'ils font un énorme travail de filtre. Il faut un énorme travail de filtre, d'analyse, voilà. Et donc, en fait, c'est steppé sur cette partie-là. Vous êtes accompagné sur la partie brand, sur comment est-ce qu'on tease auprès de ta communauté, quel type de vidéo est-ce qu'il faut faire, à quelle fréquence est-ce qu'il faut publier. Donc, on est vraiment accompagné sur des différents sujets, sur la partie juridique. Et ensuite, vous avez des experts, en fait, chez eux qui vont vraiment traiter directement avec les investisseurs. Donc, ils vont appeler soit leurs investisseurs, soit appeler les vôtres ou ceux qui se sont inscrits via votre communauté pour répondre à leurs questions. Donc en fait, nous, et donc moi en tant que fondateur, je ne fais que quelques calls sur certains investisseurs avec des tickets minimum qui sont hyper importants. Donc voilà, donc c'est en fait, on va au-delà. Là, on est déjà à plus de 700 000 € d'objectifs en tout. Donc c'est génial. Et on termine fin juillet. Donc effectivement, les premiers objectifs ont été atteints. Donc je recommande 1000 fois. Et moi, ça me permet de me concentrer sur mon opérationnel et sur les next steps de Bon Goût. D'accord, ça permet de dégager du temps et en plus de ça, de ramener... Et de confier ça à des professionnels. Qui vont faire une grosse partie du Exactement. job. Exactement. Parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on n'est pas des financiers, on n'est pas des... et puis, on a d'autres choses à faire que d'aller... Il y a beaucoup de choses à gérer déjà. Voilà. Après, il faut savoir ce qu'on... Il faut être... cohérent et savoir exactement tous les enjeux que représentent nos boîtes, mais en tout cas on n'a pas plutôt cette dynamique commerciale à avoir auprès des investisseurs potentiels. D'accord, très bien, très intéressant comme plateforme. Je mettrai le lien dans carrément. La description pour celles que ça intéresse. Carrément. Voir. Et pour celles qui cherchent à être, celles et ceux qui cherchent à être, qui cherchent de l'investissement, mais aussi pour les investisseurs qui cherchent à investir. Je pense que c'est dans des projets, il y a beaucoup d'impact. On n'est pas vraiment là, on n'est pas du tout sur de la tech, donc on est sur des sujets qui parlent énormément, des sujets qui sont souvent rentables avec des vrais BP, enfin des vrais, non pas que les autres n'ont pas mais des vrais enjeux, on va dire, de entrepreneuriat qui sont différents en tout cas de ce qu'on connaît plus dans la tech. D'accord, donc tout le monde peut investir dans des projets qui ont un impact. Ouais, absolument. D'accord. Ok. Merci beaucoup pour tout ça. Merci pour l'interview. On arrive à toi, Fatima. Vers la fin. Merci.
poser quelques questions que je pose à la fin des interviews. Ouais. C'est quoi tes prochains défis avec De Bon Goût pour 2022 ? Bon, on a bien entamé l'année, mais il nous reste encore la moitié. Ouais. Break-even sur la fin d'année et rentabilité l'année prochaine, plus de la croissance, évidemment. Voilà, ça c'est vraiment les enjeux premiers. Avoir notre première brique tech, puisqu'on a des vrais sujets, notamment, on en parlait, mais l'industrialisation. Comment on fait 50 000 pièces de brocante en les achetant, en les garantissant, etc., dans les 5 ans à venir. Ouais. Donc ça, c'est... voilà, là, on va commencer à construire tout ce qu'on a en tête. Donc ça, c'est top. Et puis voilà, et faire en sorte, effectivement, que chez De Bon Goût, tout le monde soit content de venir travailler le lundi matin. Ça, c'est déterminant, je pense. Ouais. 95% d'exécution pour seulement 5% d'idées. Donc effectivement, on a intérêt d'être heureux d'aller travailler. D'accord. Est-ce que tu as un conseil à donner à une femme qui entreprend ? Rien n'est inaccessible. Vraiment, quand vous savez pas faire, c'est pas grave. Demandez aux autres. L'idée, c'est jamais d'être expert. Ne soyez pas expert. Il faut pour être un bon entrepreneur, je pense qu'il faut être généraliste. Il faut savoir et comprendre tous les sujets pour pouvoir garder cette hauteur, pour pouvoir prendre des décisions qui soient les plus en ligne avec votre vision. Mais effectivement, il ne faut pas se décourager en se disant je ne sais pas faire un BP, je ne sais pas où est-ce que je vais trouver les fonds, je ne sais pas, c'est telle chose, telle chose. Encore une fois, on a plein de gens autour de nous qui sauront nous accompagner. C'est ça, se faire accompagner, ne pas rester seul. Ouais, exactement. Et toujours parler de son idée, c'est super important. Ouais, absolument. Et est-ce que tu as des femmes entrepreneurs qui t'inspirent ? Ma toute première business angel, là, je parle tout le temps d'elle, mais elle est extrêmement inspirante. C'est Clara Guémard, l'ancienne VP de General Electric, qui a créé, qui est cofondatrice maintenant aux côtés de Gonzague de Blinière, qui sont mes deux investisseurs, mes tout premiers investisseurs, qui sont géniaux, vraiment top. Et en fait, pourquoi elle ? Parce que maman de 9 enfants, une carrière exemplaire, une femme hyper accessible, qui aime les gens. Enfin, c'est et ils ont monté. Enfin, aujourd'hui, Race, ça fait partie des plus gros fonds d'investissement de Paris. Donc avec une réussite exceptionnelle. Ah oui, très exceptionnelle. Ouais, c'est exceptionnel. J'ai de la chance de pouvoir l'avoir dans mon entourage, donc c'est vraiment hyper inspirant. Et puis après, oui, évidemment, vous avez Céline Lazorte, exceptionnelle, créatrice de Litchi, qui a su avoir justement dans ses équipes une cohésion, une cohérence, des gens heureux qui ont vraiment porté son projet. Donc je trouve que c'est aujourd'hui ce qu'elle fait avec Résilience, c'est extraordinaire. Ou même avec Sista, tout ça c'est top. Et puis après, toutes mes copines entrepreneurs qui se battent aussi au quotidien pour leurs projets. Alors je pense à Delphine Cochet, mais je pense aussi donc de Ma Bonne Fée, mais je pense aussi à toutes les filles de Leia Capital, parmi lesquelles il y a pas mal d'entrepreneurs qui réussissent, qui sont des mamans épanouies, qui ont des belles boîtes. Je trouve que il y en a, il y a des super nanas. Qui ont trouvé un sens dans ce qu'elles font et qui arrivent à trouver ce fameux équilibre avec la famille et le travail. Exactement. Est-ce que tu as un livre, un podcast ou documentaire que tu recommandes souvent ? Alors il y a le podcast effectivement de beaucoup d'entrepreneurs, c'est Génération Do It Yourself de Mathieu et Stéphanie, qui est top. Parce qu'on apprend vraiment, il sait mettre les gens à l'aise, et on apprend énormément de choses. Ensuite, non, j'ai pas de livre fétiche sur l'entrepreneuriat. Mais ça peut être autre chose, hein. C'est un roman, peu importe. Harry Potter, j'ai le droit. Ouais. Ouais, non, non, j'essaye de l'été, par exemple, c'est le seul moment où je lis. Je lis des choses qui me
qui m'aère l'esprit. Moi, j'aime beaucoup m'aérer l'esprit. Voilà, t'es suffisamment déjà qu'en été, t'es même pas en vacances parce que tu continues de checker tes mails, tes ventes et de répondre à tes équipes. Donc ouais, non, moi je conseille des mots fléchés. Mots fléchés sur le transat, ça permet vraiment d'être un meilleur entrepreneur. D'accord, de se détendre quelque part. Exactement. Essayer de au moins, je sais pas, se détacher un peu. Se détacher, voilà. Ça peut pas faire de mal. Changer on sait que de toute façon, on va en rêver. On sait que 5 minutes après, on sera de nouveau sur notre téléphone. Donc, essayons d'avoir des petites salves de tranquillité. Ouais, exactement. Ok. Est-ce que tu as un mantra? Alors, j'ai pas mal réfléchi. J'y ai pas mal réfléchi, mais tu vois, aujourd'hui, on devait faire le podcast, effectivement, à la base, au showroom. Et puis, en fait, au showroom, il y a des travaux en ce moment. On devait le faire chez moi. Et puis, en fait, non, parce que ma machine à laver m'a fait un truc hier soir. Donc, voilà. Donc, on se retrouve ici, au Grand Quartier, dans un superbe... sur une superbe terrasse. Cadre, ouais. Voilà. Donc en fait, non, il y a une citation que j'aime bien, c'est la vie, c'est comme une coiffeuse. Tu lui demandes ce que tu aimerais et elle fait ce qu'elle veut. Voilà, c'est typiquement ce qui s'est passé aujourd'hui. Finalement, on s'en sort toujours. C'est ça, exactement. On peut toujours rattraper en fait. Ouais, exactement. On a bien rattrapé le coup. Voilà. Plutôt. Et puis finalement, et puis on est très très mieux bien. Que... c'est même mieux, oui. Ouais. C'est très joli, donc c'est un super cadre, il fait beau, donc très bien. On est très bien ici. On s'adapte. Exactement. Est-ce que je crois que c'est bon, hein, je te remercie. Ou est-ce si on veut t'écrire, ça se passe où? Alors vous pouvez m'écrire directement sur mon mail, donc claire@debongout-du6paris.com, sur LinkedIn aussi, sur Instagram, sur mon compte perso. Pour le coup, j'y suis un peu moins souvent parce que je suis souvent derrière celui de Bon Goût. Et voilà, j'adore rencontrer les entrepreneurs, j'adore échanger, donc avec plaisir s'il y en a qui ont des questions ou autres, avec grand plaisir. Ok, merci beaucoup Claire, c'était vraiment super intéressant. Merci à toi Fatima pour l'invitation encore une fois. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi Honorée. aujourd'hui. Et je vais te laisser le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, je crois que c'est... je pense qu'effectivement, en réalité, 5% d'idées, 95% d'exécution, c'est beaucoup d'énergie. Et pour avoir beaucoup d'énergie, il faut être déterminé et croire en son projet. Je pense que une des choses qui a fait que De Bon Goût en est là aujourd'hui, même si, voilà, pour moi, c'est qu'une première étape ou une deuxième étape, c'est parce qu'il y a eu énormément de réflexion en amont, il y a eu énormément de conviction, et quand on est convaincu, on emporte avec nous, et c'est ça qui fait la réussite d'un projet. Donc réfléchissez, posez-vous, il n'y a pas d'urgence, et ensuite allez-y, foncez. Soyez déterminés. Ouais. Merci beaucoup Claire. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Vous êtes encore là? Ne partez pas. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est que l'interview vous a forcément plu. Sachez, en tant qu'auditeur, que vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez faire en sorte que le podcast continue et s'améliore. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Et pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre une toute petite minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est tellement important pour moi. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr pour rester au courant des derniers épisodes, et sachez que je suis à votre disposition pour échanger. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Très belle semaine à vous!